Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour la lettre 53. Grand plaisir parce que cette lettre, je l'ai trouvée captivante. Je l'ai lue plusieurs fois et elle m'a vraiment bien plu. Je sais pas pourquoi. Sénèque raconte à Lucius une de ses escapades en mer. Donc, il y a quelque temps, il était parti en Campanie et donc il prenait le bateau pour aller là où il devait aller. Et il nous raconte qu'au début, donc quand il embarque, c'est le calme plat. Et puis la houle est arrivée. Et Sénèque a demandé au pilote de le déposer le plus vite possible parce qu'il souffrait du mal de mer. Et le pilote lui a répondu, ben non, ce n'est pas possible parce que le rivage est trop escarpé et c'est vraiment pas possible. Mais Sénèque, il ne se sentait vraiment pas bien. Et il a forcé le pilote à s'approcher des rives. Et là, comme le pilote ne pouvait pas accoster, Sénèque, en se rappelant de son passé de bon nageur et de son habitude de prendre des bains froids, eh bien, il a plongé dans la mer. Et il a eu bien du mal à ramper de récif en récif. Donc c'est assez amusant à lire. Donc vraiment, il a souffert pour sortir et se hisser sur la plage, enfin sur le sol en fait. Et en boutade, il dit en fait Ulysse, on connaît bien Ulysse qui était poursuivi par la haine de Poséidon. Il n'était pas poursuivi par Poséidon selon Sénèque. Il avait juste le mal de mer. Il était nauséator. Et Sénèque dit que lui-même mettrait 20 ans à parvenir là-bas, à parvenir là où il devrait mettre le cap, parce que lui aussi souffre de mal de mer, donc il devrait s'arrêter souvent. Il dit qu'après s'être remis l'estomac à l'endroit, parce que c'est pas arrivé seulement une fois qu'on est sur Terre que le mal de mer s'en va, il faut un peu de temps de réadaptation. Et il s'est un peu revigoré par une friction. Il s'est alors posé la question, il a alors pensé à nos douleurs, nos petites douleurs, qu'on a tendance à vite oublier. Mais, si le mal est grave, eh bien, elles vont se rappeler à nous. Une petite douleur, dit-il, passera inaperçue, mais si c'est plus sérieux, on va devoir avouer qu'on souffre. Et même la personne, même celui qui est le plus dur, celui qui est le plus costaud, lui aussi devra avouer qu'il souffre pour pouvoir être soigné. Il dit parfois, on fait mine de rien. On dit juste que c'est des petits picotements, des petites douleurs dans les chevilles, une foulure. Et puis, au fur et à mesure de l'aggravation des symptômes et qu'on commence à avoir les chevilles enflées et les deux pieds tout gonflés, on est bien obligé de dire que c'est la goutte. Alors, pour les maladies, alors il fait le parallèle avec les maladies qui affectent l'âme. Et bien là, c'est le contraire. Plus on est atteint, et moins on s'en rend compte. Alors que dans une maladie, évidemment, plus on va être atteint, plus la douleur va être grande et donc on va s'occuper de ces douleurs. Ici, à l'inverse, quand on a une maladie de l'âme, eh bien justement, plus on est atteint, moins on s'en rend compte. Ça m'a fait penser à l'histoire avec la Fatoua là, qui était aveugle et qui ne le savait pas. Bien ici, c'est un peu la même chose, c'est le même thème. Donc il dit c'est normal en fait quand on est légèrement assoupi, on perçoit des apparences et parfois on pense qu'on dort alors qu'on est en train de dormir. Donc c'est un sommeil léger. Et alors que quand on est dans un sommeil profond, eh bien on perd la conscience, la perception, en latin c'est intellectus, de soi-même. Ça m'a fait penser en sophrologie, on parle des niveaux de conscience. Et donc on dit toujours qu'on essaie d'avoir donc l'état qu'on appelle sophroliminal. Donc c'est au seuil. Limen, liminis en latin, c'est le seuil, c'est l'entrée. Donc c'est un état dans lequel on est entre la veille et le sommeil, justement. Donc entre les deux. Bref. Niveau de conscience. Donc il dit, quand on est atteint, fort atteint, on ne peut pas avouer ses vices. On ne peut avouer ses vices que si on est revenu à l'état de veille. Comme quand, comme quand on dort profondément, on ne peut pas se rappeler de son rêve, alors que si on est dans un demi-sommeil, on va pouvoir se rappeler de son rêve et le raconter. Et donc il dit, réveillons-nous, pour justement pouvoir nous rendre
compte, prendre conscience de ce qui nous fait du mal, de ce qui est mal en nous. Et pour pouvoir nous réveiller, nous devons faire appel à la philosophie. Seule la philosophie nous réveillera. Et il faut s'y consacrer tout entier. Alors là, il insiste vraiment. Et il y a une expression que je trouvais assez imagée et jolie. C'est « ite in complexum alter alterius ». Donc, allez, jetez-vous dans les bras, dans l'étreinte l'un de l'autre. Il lui dit que s'il était malade physiquement, il s'emploierait à guérir le plus vite possible en laissant tomber tout le reste. Donc, si quelqu'un demandait de l'aide, il dit non, mais je suis malade, non, je ne peux pas. Eh bien, aujourd'hui, c'est le cas. Il n'est pas malade physiquement, il doit reconnaître qu'il est malade au niveau de son âme. Et il dit, écarte-toi de tout embarras et consacre-toi à cette bonne âme, bonai menti. Personne ne peut parvenir à ça alors qu'il est occupé. On doit y consacrer tout son temps. Et il dit que la philosophie exerce son propre pouvoir. C'est elle qui donne son horaire, le temps. Elle n'est pas un accessoire, elle n'est pas une chose en plus qui vient après tout le reste. C'est justement l'inverse. C'est elle, la maîtresse. C'est elle qui nous convoque. Et alors il donne l'exemple d'Alexandre le Grand, qui aurait répondu à une cité. Alors il était arrivé dans une cité qui lui offrait une partie de leur territoire et la moitié de leurs biens. Et Alexandre leur aurait répondu, « Je ne suis pas venu ici pour avoir ce que vous me donnez, mais pour que vous ayez ce que moi, je vous laisserai. » La philosophie dira de même, « Je ne suis pas là pour recevoir le temps qui vous reste, mais vous disposerez du temps que je vous laisserai. » Donc vraiment, la philosophie est à mettre en priorité dans son emploi du temps. Et s'il nous reste du temps pour autre chose, eh bien, on l'utilisera. Mais c'est d'abord ça qu'on doit mettre en priorité. Il lui dit vraiment, tourne tout ton esprit vers elle. Et à ce moment-là, un grand intervalle se fera entre toi et les autres hommes. Tu dépasseras de beaucoup tous les mortels et tu seras presque à la hauteur des dieux. Et ce qui est même mieux que les dieux, parce qu'eux ont l'immortalité, mais ce qui est le plus beau, c'est que le sage, il est supérieur, parce qu'il a surmonté la crainte par lui-même, alors que les dieux ne doivent pas la surmonter, puisqu'ils ne la connaissent même pas. Et quand il reparle du sage, il dit, c'est tout ça, c'est ça l'art de la sagesse, de la philosophie, c'est d'enfermer tout ça, tout ce qui est beau, dans un si petit espace de temps. Donc c'est totum tout in exiguo, donc dans un tout petit espace, en parlant par exemple du temps de vie du philosophe. Et Sénèque dit que c'est justement grand, beau, de pouvoir avoir à la fois la faiblesse d'un homme et la tranquillité d'un dieu. La phrase que j'ai retenue, alors je la prends parce que je ne l'avais pas notée en latin dans mon cahier. Hop. Ça donne incredibilis philosophiae vis est ad homnem fortuitam vim retundendam. Ce qui nous donne en français, la philosophie a une force incroyable pour émousser, pour affaiblir toute la force du hasard. Donc Sénèque nous dit que aucun trait, donc aucun javelot, aucune arme, aucune flèche ne peut l'atteindre. Attention parce que je suis un peu embarrassée, voilà. Elle est fortifiée, elle est solide, fortifiée dans le sens elle est solide, munie de remparts, comme une ville bien fortifiée. Elle épuise les attaques et les esquive comme des javelots. Et elle les esquive comme des javelots légers dans les plis de sa robe. Je trouve ça aussi assez joli. Alors, pour ses traits, pour ses javelots qu'elle reçoit, elle en secoue certains, et parfois elle rejette les attaques vers celui qui les a envoyés. Parfois, pas toujours.
Alors pour cette lettre, je pense, en la lisant, que j'ai trouvé... elle m'a plu parce qu'il y a beaucoup d'images. Hein. Il y a l'image, ben, évidemment, le début quand il raconte qu'il est en mer. Et ben, voilà, c'est assez amusant. Et puis il y a beaucoup d'images qui sont assez prenantes. Comme cette idée de, voilà, la philosophie, c'est elle qui va prendre, qui prend notre temps. Donc c'est à elle qu'on doit d'abord, vers elle qu'on doit d'abord s'adresser. Parce que, voilà, Sénèque nous dit, c'est ça qui est prioritaire. L'entretien, même le fait de soigner, d'avoir un effet curatif sur notre âme, avant autre chose. C'est ça qui est le principal, qui est primordial. Voilà, je pense que c'est vraiment toute cette image, vraiment de personnaliser la philosophie, comme si elle était là et celle qui nous prend et on doit vraiment l'embrasser, la prendre tout entière. Et ça m'a fait pas mal réfléchir sur justement nos priorités. Hein, les priorités de nos vies. Est-ce qu'on met notre épanouissement, on va dire spirituel, personnel, avant le travail, la famille, les enfants, l'argent qu'on va gagner pour pouvoir vivre, de combien d'argent il faut pour vivre, enfin, voilà, de combien d'argent on a besoin pour bien vivre, qu'est-ce que c'est bien vivre, voilà. En fait ça pose plein de questions et effectivement se consacrer à la philosophie ça prend du temps, mais est-ce que c'est du temps gagné? Certainement. Donc voilà. Je pense que je vais relire souvent cette lettre-là, parce que voilà, elle m'a vraiment bien plu. Et je vous invite vraiment à la lire, parce que j'ai fait le résumé du début quand Sénèque raconte qu'il est en mer, mais c'est assez amusant à lire. Donc voilà. On se retrouve demain pour la lettre 54. Donc la lettre 53, ici, c'était la première lettre du livre 6 des lettres à Lucius de Sénèque. Donc on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.